Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité énergétique de l'humanité. Aujourd'hui je continue l'étude de l'énergie 31 incitée avec une biographie de Gandhi, une biographie d'environ 20 pages que j'ai écrite il y a une dizaine d'années et que je vais vous lire en une fois ou en deux fois. Je vais voir comment j'arrive, comment le temps s'écoule dans la lecture. Alors j'y vais rapidement. Pour cette énergie 31 incitée, Willem traduit l'énergie par l'influence et Javary et Faure, les Français, dans la traduction rouge, par inciter. Au début, je croyais influence et influencer, puis aujourd'hui, je suis convaincu par inciter. Les deux traductions sont proches, c'est qu'une question de point de vue et de nuance, en fin de compte. Par exemple, lorsque Gandhi jeûne à Calcutta pour faire cesser les massacres entre hindous et musulmans, il se situe dans une incitation, une volonté de changement. Toutefois, sa décision est si spontanée, irréfléchie dans le sens de l'irrationnel, qu'elle n'est même qu'elle est une qu'elle est pardon qu'elle n'est pas une incitation en son origine, mais bien plutôt une influence en son arrivée. C'est tellement spontané que c'est comme ça. Donc, lorsqu'il jeûne à mort euh, cette grande âme si résolue, Gandhi influence des dizaines de millions d'Indiens, hindous, sikhs, musulmans, etc. Donc, à mi-chemin entre inciter et influencer, influence, aujourd'hui, je préfère traduire l'énergie 31 par inciter, 31. Gandhi écrit dans son livre Nous sommes tous frères, la force de persuasion de la vérité qui serait en moi. Ok. Je vais poursuivre avec quelques citations de Gandhi pour illustrer cette énergie. Gandhi écrit Je suis un optimiste, invétéré. C'est que nos possibilités pour développer le pouvoir de la non-violence me paraissent illimitées. Plus vous cultivez cette force en vous, plus contagieuse est son influence, jusqu'au jour où plus aucun obstacle ne l'empêchera de rayonner à travers le monde entier. On va revenir sur ce monde entier. 31. Inciter signifie un destin d'ouverture à des stimulations et des contacts extérieurs qu'il faut accueillir sans se laisser déstabiliser. Gandhi. J'ai pour but de gagner l'amitié du monde entier. C'est pas mal. Moi, c'est pas l'amitié que je cherche, mais enfin, bon, il y a un côté quand même universel à trouver. L'idéogramme Xi-Han, représentant l'hexagramme 31 incité, est défini chez Javary Faure par deux points, ouvrez les guillemets, tous ensemble, universel, entièrement, continuel, unir, semblable. Donc ça, j'en ai brièvement parlé avec les autres personnages dans la vidéo précédente de 31 incité. Parmi les très nombreux documents de la main de Gandhi, peu de pages ne mentionnent pas l'un de ces termes. Et lorsque l'idéogramme Xian, à l'idéogramme Xian, on ajoute le signe du cœur, deux signes, crée un troisième sens, comme régulièrement dans le discours de Gandhi, on obtient une combinaison signifiant ressentir, émouvoir. On est dans cette énergie 31. Dans le sens de tous ensemble et universel, Gandhi écrit Si ma vie est là pour témoigner que je considère d'un œil égal tous les adeptes des différentes religions de l'Inde, il est non moins vrai que je fais aucune distinction entre les diverses races. Pour moi, un homme est toujours un homme. Fin de citation. À la fin de sa vie, Gandhi écrit aussi Unir tous les groupes et toutes les communautés qui composent le peuple de notre vaste territoire, tel fut mon rêve dès l'enfance. Et tant que ce rêve ne sera pas réalisé, mon esprit ne connaîtra pas le repos. Ok. En novembre 1931, il écrit Gandhi Mon union avec la non-violence est si absolue que je préférerais me suicider plutôt que de dévier de ma position. Et quelques jours avant son assassinat, il écrit Nous sommes les feuilles d'un même arbre. Ok. On va voir pourquoi il dit ça, parce qu'il est déchiré lui-même par la partition de l'Inde qui est en train de se vivre
entre les hindous et les musulmans en Inde et la naissance du Pakistan avec Jinnah. Juin 1925, Gandhi. Soit dit sans arrogance de ma part, mais avec humilité, mon message et mes méthodes valent vraiment, dans leurs principes, pour le monde entier. Si le mouvement que j'aspire à représenter en a la vitalité et bénéficie de la bénédiction de Dieu, il gagnera le monde entier sans avoir eu besoin de ma présence physique où que je sois. Voilà. Je continue, pour bien Gandhi, 1922, année où il commence son autobiographie. Nous sommes tous frères. Nous sommes nés pour servir nos semblables, et nous ne pouvons le faire convenablement que si nous sommes totalement réveillés. Voilà, on dirait que ça marche pour l'actualité aussi. Gandhi, avant qu'il ne parle d'amitié universelle, dans sa première lettre à Hitler, en décembre 1940, on y reviendra, écrit dès septembre 1939, au début donc de la Seconde Guerre mondiale. Deux points, voilà les guillemets. Je regarde cette guerre avec un cœur anglais, au début. Je suis inconsolable. Dans le secret de mon cœur, je me querelle continuellement avec Dieu qui permet que de telles choses se produisent. Oui, il y a quand même à la fois une naïveté et une horreur incalculable. Voilà. Gandhi. Ma mission ne sera pas terminée le jour où tous les Indiens s'aimeront comme des frères, un peu plus loin. Ce que je cherche, à travers la libération de l'Inde, c'est à conduire tous les hommes à ne plus faire qu'une seule communauté fraternelle. Mon patriotisme ne connaît aucune exclusive. Il est prêt à accueillir, je souligne accueillir, le monde entier. Il est prêt à accueillir le monde entier. Il faut entendre, Gandhi, moi je suis prêt à accueillir le monde entier. Je vais revenir dans la grande image un instant. Un peu plus loin, il écrit promouvoir de cette même paragraphe, promouvoir le maximum de bien pour l'humanité tout entière. Il ne me suffit pas de vouloir être frère de tout homme, ou même de ne plus faire qu'un avec l'humanité entière. Voilà. Alors, on passe à l'étude de la grande image, comme j'en ai parlé un peu hier dans l'autre vidéo de 31 incité. Tandis que Willem traduit la grande image, le sage accueille les hommes par la vertu du vide, ce qui est juste. Javary et Faure traduisent la grande image de l'énergie 31 incité. Au-dessus de la montagne, il y a la brume. Incité. L'être accompli ainsi, grâce au vide, accueille tous les êtres humains. Ok, c'est la même chose. Que Gandhi veuille accueillir tous les êtres humains, les citations précédentes en sont l'illustration. Ainsi, la grande image concentre-t-elle tous les sens de l'idéogramme xian, tout en précisant grâce au vide. Dans le cas des incitations et de l'influence de Gandhi, grâce au vide revêt une multiplicité de sens possibles. Par exemple, le plus évident, ce sont ces 17 jeûnes, ou bien parfois grève de la faim jusqu'à la mort, presque. Vide, c'est son vœu de silence du lundi, très rarement rompu. Vide, c'est son vœu de chasteté, discuté. J'en ai parlé hier pour ces éjaculations involontaires. Vide, de viande animale, son végétarisme promis et issu de sa maman, de sa mère. Cette grâce au vide prend aussi un sens philosophique ou religieux profond lorsqu'on considère que Gandhi se change intérieurement lui-même avant de vouloir faire évoluer autrui. Il y a une citation célèbre qui perpétue son idée-là. C'est donc là le sens de l'influence de Gandhi. C'est être accompli que l'on nommera Mahatma, ce qui signifie la grande âme, dès le début du second trigramme du lac de la brume, en 1915 à son retour en Inde. Oui, on va appeler, ce n'est pas un hasard si il faut attendre qu'il entre dans son deuxième trigramme pour que le mot Mahatma apparaisse, pour le qualifier. Alors, on est là.
Dans la traduction du jugement, donc on change d'étude, on passe au jugement, Richard Wilhelm insiste sur l'importance des attirances et attractions entre les deux sexes. On en a parlé hier plusieurs fois, notamment avec Manara et le déclic. De fait, dans son rapport au corps, Gandhi dégage ce genre de magnétisme très propice aux rencontres féminines. C'est un petit être pas très beau, mais qui dégage un tel magnétisme qu'il y a les attirances nombreuses. Javeri et Fort traduisent le jugement incité, favorisant, ténacité profitable, et la fameuse expression qu'on a vue hier, prendre femme ouverture. Alors, favorisant est un synonyme de succès et de réussite. Je passe assez vite. Ténacité profitable marque la présence du courage doublé de son endurance et de sa persévérance nécessaire pour que ça aboutisse vraiment. En effet, dans ses écrits, ses paroles et ses actions, le Mahatma, qui signifie encore que ces trois niveaux soient harmonieux, écrit, parole, action, mentionne souvent le courage et la persévérance. Bon, c'est récurrent dans son discours, mais dans son action et dans ses pensées. Ok. Pour Gandhi, prendre femme ouverture renvoie à un fait majeur. Il a 7 ans lorsqu'il est fiancé et 14 lorsqu'il est marié. Ainsi, Gandhi entre-t-il très jeune dans le premier trait de son hexagramme. Ce fait déterminant de son destin était donc déchiffrable, lisible et écrit. Mohandas est donc marié à Kasturbai, 13 ans. Après 62 années de mariage, Gandhi dira de son épouse juste disparue « Ma femme fut mon premier professeur de non-violence. Et le jour du bûcher funèbre, si je devais choisir une compagne pour mes vies futures, je ne choisirais que Basturbai. Nous formions un couple qui sortait vraiment de l'ordinaire. » Donc Gandhi crée alors une fondation au nom de sa femme qui lui donna 4 fils. Voilà. Parmi les 64 hexagrammes, le texte des traits de 31 incités et 52 stabilisés décrivent un processus corporel des pieds à la tête. Tout en bas, le trait d'en bas, les orteils, et en haut, tout en haut, mâchoire et os de mâchoire. J'ai déjà nommé ça un petit peu, et je vais développer un tout petit peu plus. Donc, le 31 incité et le 52 stabilisé. Donc là, cette thématique du corps, c'est une clé qui ouvre sur d'autres nombreuses thématiques chez Gandhi. Alors, par exemple, il y a l'hexagramme donc Gandhi dans 31 incité et il y a celui de Tolstoï dans 52 stabilisé, qui est l'autre hexagramme, ce sont les deux seuls, où le texte des traits est un descriptif corporel, un processus corporel. Donc Gandhi découvre Tolstoï en 1895 à la lecture du Royaume des cieux est en vous. En mars 1929, en prison, Gandhi lit la lettre à un hindou d'un anonyme dont la rumeur l'attribue à Tolstoï. Le 1er octobre 1909, Gandhi écrit à Tolstoï pour savoir s'il est bien l'auteur de ce texte, tout en lui expliquant son désaccord sur la foi en la réincarnation. Parce que Tolstoï est plus dans la résurrection et Gandhi dans la réincarnation. Pour lui, il n'y a aucun doute sur ce fait-là. On va y revenir vite fait quand même. Tolstoï lui répond. S'ensuit une correspondance d'une dizaine ou douzaine de lettres irrégulières, car l'écrivain russe est âgé et souffrant avant de s'éteindre en 1910. Cette année-là, Gandhi lance son projet de ferme Tolstoï en Afrique du Sud. En 1931, Gandhi rencontrera la fille de Tolstoï. Et moi, je raconterai peut-être ça un autre jour, où j'en profite maintenant. Le jour où j'ai écrit une bio de Tolstoï, en pleine campagne, impossible, et ben j'ai rencontré la descendante directe de Tolstoï. Voilà, c'est un truc, peut-être que je développerai, c'est pas le moment, c'est trop loin. Je joue déjà contre le temps là. Chez Gandhi, ce thème du corps donc est aussi lié à l'attitude yin décrite au conseil et au jugement. En ce sens, Gandhi est végétarien comme sa mère et le jeûne sera important durant toute sa vie. Même dans sa perception et son langage, le thème du corps rejaillit dès qu'il s'agit de partition de l'Inde et du Pakistan. C'est son corps, à lui, toute l'Inde, qu'il ressent comme une vivisection. Il vit physiquement l'unité de l'Inde et des Indiens. Bon. Le premier trait de 31 incité est un yin en bas de la montagne. Yin, yin,
yang, c'est le trigramme de la montagne. Le processus corporel du texte des traits commence donc par le gros orteil. L'hexagramme dérivé du yin du bas est 49 révolutions, où des changements radicaux peuvent être rééquilibrés au moment opportun. Donc Mohandas Gandhi, né en Inde, dans la région du Gujarat, à Porbandar, le 2 octobre 1869. De la case des Vaishyas, son grand-père et son père sont Diwan, sorte de premier ministre d'un État en Inde. Il est le quatrième enfant et le troisième garçon qui baigne dans l'hindouisme de la famille et le jaïnisme de sa mère. Dieu est donc partout et la réincarnation au bout du chemin, pour tout le monde. C'est logique. En 1876, le père de Mohandas est muté. Comme le veut la tradition, il doit fiancer ses enfants avant de partir. Mohandas a donc 7 ans quand on lui promet Kasturbai, 6 ans, la fille d'un marchand de la ville. En 1882, Mohandas, 13 ans, et Kasturbai, 12 ans, sont mariés. Mariage vite consommé. On a vu vite l'expression, la 10e L hier. Et ce sera un sujet, il en parlera. Il était jeune et maladroit, et grâce à elle, il va apprendre comment ça se passe normalement tout ça. C'est là l'entrée de Gandhi dans son hexagramme, là où il s'initie son destin, avec la résonance de prendre femme ouverture dans son jugement. Donc l'expression prendre femme ouverture prend sens directement dans sa vie dès qu'il entre dans son destin écrit, dès qu'il devient responsable de son énergie à lui. Au collège, les études de Gandhi se passent normalement. Il est petit de taille et très timide de caractère. En 1884, son père tombe gravement malade et décède en 1886. Cette disparition paternelle est une révolution pour l'adolescent de 16 ans, car de nouvelles obligations incombent aux 3 frères plongés dans des difficultés financières avec leur mère. En 1887, Mohandas réussit l'examen de fin de collège. Ses oncles décident qu'il sera avocat, puisque c'est un métier de sa caste, promettant assez d'argent pour toute la famille assez rapidement. L'année suivante, Gandhi, accompagné de sa femme, part donc étudier à l'enseignement supérieur à 150 km de sa ville natale, mais Mohandas ne parvient pas à suivre les cours donnés en anglais. Donc, en 1888, c'est l'année de naissance de son premier fils, Harilal. C'est encore une révolution qui entrera pour toujours cette relation père et fils aîné dans la difficulté. Il aura toujours une relation très difficile avec son fils aîné. Ainsi se clôt le premier trait de 31 incité au gros orteil, là où l'influence n'est pas encore visible, au pied de la montagne. La transition entre le premier et le deuxième trait de incité se déroule au printemps 1888. Après 3 vœux solennels à sa mère, Gandhi et les siens ont décidé qu'il partira étudier le droit en Angleterre afin d'être avocat dans 3 ans, moyennant 5000 roupies à trouver. Fin août 1888, Gandhi part seul pour Bombay, qu'il découvre, et embarque le 4 septembre 1888 pour 3 semaines de traversée vers l'Europe. À sa mère, qu'il ne reverra plus, il a juré de ne pas boire, d'être végétarien comme elle, et de ne pas toucher aux femmes. Le deuxième trait de 31 incité commence par le commentaire « influencé au mollet ». Ensuite, il y a « fermeture », puis « demeurer, ouverture ». 3 étapes, 3 sentences. Ce deuxième ligne, au milieu de la montagne, se divise donc en 3 parties régies par l'hexagramme dérivé 28 grands excès, où la démesure exige qu'une traversée soit redoublée de force intérieure. Alors, première partie, première sentence, influencé au mollet, correspond aux 3 années de Gandhi en Angleterre de 1888 à 1891, où il réussit à être avocat tout en observant ses 3 vœux. D'ailleurs, il fera de nombreuses rencontres grâce à son végétarisme en Angleterre.
Aussitôt obtenu son diplôme d'avocat en juin 1891, Gandhi rentre vers Bombay. Sa mère, malade, décède pendant son voyage en bateau. Il arrive à Bombay en juillet 1891. Ainsi débute sa période de fermeture avec le deuil de sa mère. C'est la deuxième sentence de son deuxième trait. De retour vers les siens à Rajko, il est rejeté par sa caste depuis son départ. Avec sa femme et son fils, Gandhi part s'installer donc à Bombay comme avocat. Il force Kasturbai à vivre à l'européenne, mais les affaires ne prennent pas. Après 9 mois d'échecs, il renonce à être avocat à Bombay et songe à donner des cours d'anglais, avant de retourner à Rajko en mars 1892. En avril, Kasturbai est enceinte de leur second fils, Maniya. Malgré quelques petites affaires d'avocat avec son frère, Gandhi se trouve dans une impasse. En mars 1893, il cherche en vain un emploi lorsqu'il entend parler d'un Indien musulman ayant un conflit à Durban, c'est en Afrique du Sud, et qui cherche un avocat indien traducteur d'anglais. Le contrat prévoit 1 année. Gandhi se lance faute de mieux. Ainsi s'achève sa période de fermeture lorsqu'il embarque pour l'Afrique du Sud le 19 avril 1893, laissant femme et enfants pour ce premier voyage. Donc, des mesures de la traversée, c'est la troisième sentence, Gandhi parvient à Durban le 20 mai 1893. C'est le début de Demeuré et ouverture. Des mesures et ouverture, Gandhi est le premier avocat indien en Afrique du Sud, d'où une quantité de problèmes, anecdotes, luttes pour se faire entendre et accepter dans ce pays doublement colonisé par les Anglais et les Hollandais, en pleine apartheid, dictature des Blancs. Voilà. Dès son arrivée, Gandhi doit se rendre à Pretoria pour son travail d'avocat, soit 5 jours de train en première classe. Il achète son billet, mais il se fait virer à coups de pompe à cause de sa couleur de peau. Problème technique, dans le grand et magnifique film biographique sur Gandhi, interprété magistralement par Ben Kingsley, cette scène est aussi mise en image. On le voit se faire virer du train parce que sa peau est de couleur foncée. Au lieu de s'avouer vaincu par l'apartheid, ici commence la lutte de non-violence de Gandhi. C'est encore le sens de Demeuré et ouverture. C'est vraiment un voyage qui l'ouvre à sa destinée dans la non-violence. L'avocat Gandhi travaille donc dès l'été 1893 à Pretoria. Je vous montre ce film magnifique en DVD là, 3 heures, ça dure, Gandhi. C'est vraiment le document très fiable qui est fait par Richard Attenborough, qui a réuni les documents pendant 20 ans. C'est un film de 1982 qui a obtenu 9 Oscars, rien que ça, c'est un film monument. On ne pourra jamais faire mieux sur Gandhi. Et c'est vraiment très inspirant pour tout lecteur et pour tout spectateur. Ok, on continue. En octobre, Gandhi enseigne l'anglais à des Indiens. En novembre, un travailleur malmené lui demande de le défendre. Gandhi devient alors le premier avocat de couleur indien à plaider en Afrique du Sud. Ainsi va Demeuré ouverture. Lorsque Gandhi ajoute un turban à son costume anglais, c'est aussi son côté corps, les affaires se succèdent. Il commence à s'enraciner en Afrique du Sud. En 1894, son patron gagne son procès. Victorieux, Gandhi est payé. Il peut rentrer en Inde dès mars. Mais l'apartheid menace le vote des Indiens. Alors Gandhi repousse son départ et s'engage dans la lutte. Lance une pétition, écrit dans les journaux, fonde un journal, fonde le Congrès indien au Natal en août 1894. Son combat non violent ne s'arrêtera plus jamais. En 1895, Gandhi découvre Tolstoï. En mai 1896, Gandhi retourne en Inde chercher sa famille. Retardé par la peste, il arrive à Rajko en juillet 1896. Non sans démesure, Demeuré ouverture continue lorsque Gandhi repart pour une traversée jusqu'en Afrique du Sud avec sa femme enceinte et ses 2 fils. Ils arrivent à Durban le 19 décembre 1896. En 1897, les affaires de l'avocat Gandhi prospèrent.
Kasturbaï donne naissance à un troisième fils, Ramdas. 1898, une terrible famine sévit en Inde et à l'été 1899, la peste se déclare à Johannesburg. Des mesures, Gandhi s'engage comme infirmier. Le 11 octobre 1899, la guerre éclate en Afrique du Sud entre les colons anglais et les colons néerlandais. Sans hésiter, Gandhi prend le parti de l'Empire britannique, qu'il admire encore. C'est comme ça. Il croit qu'en aidant les Anglais, ils reconnaîtront davantage leurs droits après la guerre. En décembre 1899, alors donc là, ce qu'il croit, ça ne va pas se passer maintenant, mais il va réitérer la même chose quand il sera en Inde pendant la Seconde Guerre mondiale, et là, ça aura son incitation, son influence, son impact. En décembre 1899, la démesure continue lorsqu'il forme un corps d'ambulanciers d'une centaine d'Indiens, opérationnel d'avril à juin 1900. Après 12 années, le deuxième trait de Incité 31 Incité de Gandhi s'achève en ce printemps et été 1900, notamment avec la naissance de leur quatrième fils, Devdas, où il aide lui-même Kasturbaï à l'accouchement le 22 mai 1900. Le commentaire du Yang de la montagne, donc on passe au troisième trait, s'articule en 3 sentences. Inciter aux cuisses, retenir avec opiniâtreté l'envie de suivre, aller gêne. La durée de ce premier des 3 Yang s'étire de l'été 1900 à la veille de la Première Guerre mondiale en 1914 avec son départ définitif d'Afrique du Sud. Donc là, on est sur les dernières années, la dernière douzaine d'années où il vit en Afrique du Sud. L'hexagramme dérivé est 45 réunions, significatif d'un rassemblement des liens et des forces convergentes, non pas divergentes. Divergentes, c'est 8 solidarités. C'est toute la différence entre Coluche et l'abbé Pierre. L'abbé Pierre et Coluche, avec des points communs, durablement. En ce sens, dès septembre 1900, Gandhi fait la rencontre de Kallenbach. Cet autre végétarien pacifique, c'est un architecte juif allemand, et c'est le début d'une longue et forte amitié. Incitation aux cuisses, la sentence, la première sentence, qui est à entendre au sens large comme du bassin au genou, jusqu'au nombril, commence au lendemain de la naissance de son quatrième fils. Gandhi ne veut plus d'enfants, donc il se contraint à l'abstinence avec sa femme. Cet état de choses durera jusqu'en 1906 où il déclarera officiellement sa position. Un ami arrive, un autre s'en va. En Inde, Rajchandra meurt de la peste en avril 1901. Affecté par cette disparition, Gandhi prépare un voyage en Inde en octobre et novembre 1901. En décembre, il assiste pour la première fois à la réunion annuelle du Congrès indien, réunion influente. Il y rencontre la plupart des Indiens. Comme le souligne la traduction de Jabari et Faure, on voit alors Gandhi hésiter entre son engagement sud-africain et son désir de lutte et d'influence en Inde. Cette hésitation résulte du fait que ce Yang de la montagne soit attiré par les 2 Yin en bas, tout autant qu'il est attiré par le bloc puissant des 3 Yang en haut au milieu de l'influence. Donc il y a un tiraillement énergétique et il y a un tiraillement intérieur chez Gandhi. Il hésite entre les 2 forces qui s'appellent et se réunissent et s'opposent. Mais pesanteur de la montagne oblige, il faudra donc attendre le trigramme du lac et de la brume. Il sent déjà que ce troisième trait l'appelle vers le haut, mais il doit finir le travail vers le bas. Et tant qu'il n'aura pas fini son travail en Afrique du Sud, il n'ira pas en Inde faire son épanouissement total. En mars 1902, Gandhi et sa famille s'installent à Bombay. Mais en novembre 1902, la communauté indienne d'Afrique du Sud le rappelle, c'est ça. Hésitant, il se décide de repartir en Afrique du Sud avec sa femme et leurs 4 fils et toute une suite de jeunes gens de sa famille. Donc là, on est bien dans l'hexagramme dérivé 45 réunions. Il part avec une troupe, je ne sais plus combien de dizaines ils sont. Tous débarquent à Durban en décembre 1902.
Alors, l'avocat Gandhi s'installe à Johannesburg en février 1903. Il a l'idée de créer un journal pour les Indiens d'Afrique du Sud en juin. Fin 1903, l'Indian Opinion publie avec succès. Il fonde son journal et là, l'influence de Gandhi se décuple. Gandhi tient l'édito hebdomadaire et son influence grandit. En août 1904, à la lecture de Ruskin, un écrivain, germe immédiatement l'idée de fonder une communauté, un ashram. On est encore dans l'influence de l'hexagramme dérivé 45 réunions. Un ashram. Fin août, l'ami Kallenbach achète 50 hectares à 30 km de Durban. La ferme Phoenix naît et abrite une centaine de personnes de plusieurs religions. Gandhi installe son imprimerie et son journal, tout en continuant son travail d'avocat à succès dans Johannesburg. 1905. Gandhi relit la Bhagavad Gita, ce sont les textes sacrés de l'Inde et de l'hindouisme, à haute voix. 1906. Lecture de Henri Thoreau, un Français. 12 mai 1906. Gandhi écrit un article sur l'autonomie de l'Inde. Pourtant, 1906 annonce la fin de sa période d'avocat à succès. Haribal, jeune marié, le rejoint à la ferme Phoenix. L'influence aux cuisses cesse en ce printemps 1906. On va passer à la deuxième sentence. Retenir avec opiniâtreté l'envie de suivre. Ça commence en juin 1906, lorsque Gandhi s'attelle derechef à former un corps d'ambulanciers lors de la guerre des Zoulous. Donc en Afrique du Sud. En cet été 1906, Gandhi retient obstinément l'envie de suivre en prononçant officiellement son vœu définitif de chasteté, nommé Brahmacharya par les Indiens, promesse de libération du désir et d'une vie ascétique consacrée à des buts plus élevés. En juillet 1906, le gouvernement du Transvaal instaure des lois contre les Indiens. Pour protester, le 11 septembre 1906, Gandhi réunit 3000 personnes. Il écrit et lit un texte de non-violence, un serment de désobéissance civile, la Satyagraha, ou fermeté de la vérité. On est dans du yang. Persévérance dans cette campagne de désobéissance, Gandhi et Kasturbai s'installent à Johannesburg, dans une petite maison avec des amis. Représentant les Indiens d'Afrique du Sud, Gandhi est envoyé à Londres, où il débarque le 21 octobre 1906. Ce sera la seule rencontre entre Gandhi et le jeune Churchill. Ils ne se sont jamais entendus, ils sont opposés là, ils sont même ennemis. Fin novembre, Gandhi rentre sans avoir rien obtenu et publie son refus du modèle anglais. Critiqué pour cet échec londonien, Gandhi décide de ne plus lire la presse jusqu'en 1910 au profit des textes hindouistes. Il revient à la source. En avril 1907, à Pretoria, se déroule la première rencontre de Gandhi et du général Smuts, un blanc donc qui règne sur l'apartheid. Un bras de fer de cette année commence. À une loi de l'un répond une association de l'autre. Aux menaces, une résistance passive jusqu'au 18 juin 1907, où la cour de Johannesburg dresse une liste d'Indiens à expulser, dont Gandhi. Ainsi s'arrête sa période d'opiniâtreté à la fin de 1907. Quatrième emprisonnement de février à mai 1909. Gandhi fabrique des sandales, en offre une paire au général Smuts, lit la lettre à un hindou et écrit à Tolstoï. C'est à ce moment-là la correspondance, pendant qu'il est en prison. Au second sommet de 1909, Gandhi voyage à Londres pour négocier encore. Sur le bateau du retour, il rédige un texte sur la maîtrise de soi dans la non-violence. À la ferme Phoenix, il imprime ce texte et le publie avec la traduction de la lettre à un hindou de Tolstoï. En mai 1910, le projet d'une nouvelle ferme éclot grâce à Gandhi et à Kallenbach. La ferme Tolstoï, assise sur 500 hectares à 35 km de Johannesburg. Irrégulière, la correspondance entre l'incitation de Gandhi et le stable Tolstoï continue jusqu'au décès du grand écrivain russe le 28 octobre 1910. En vain, en 1911,
Gandhi tente toujours de négocier avec Smuts. Le 8 janvier 1912, Dube crée l'ANC, que Mandela reprendra, dont Gandhi publie le manifeste dans son journal. Okay. En mars 1912, Gandhi invite l'Indien Gokhale en Afrique du Sud. Gokhale constate l'étendue de l'influence de Gandhi et l'encourage à revenir en Inde. Gandhi y pense. 1913. Après l'annulation des mariages non chrétiens, les femmes résistent et marchent. Kasturbai découvre la prison. En octobre, Gandhi, on est en 1913, soutient la grève de 3000 mineurs, qu'il appelle déjà Gandhibai, frère Gandhi. Pendant une marche, le 5 novembre, il y a 4 morts à Durban. Le 7, Gandhi est arrêté puis libéré sous caution. Idem le 8, arrêté le 9, condamné le 11 à verser de l'argent ou en prison. Il choisit la prison. En décembre 1913, Gandhi commence une grève de la faim. Smuts appréhende son possible décès en prison et ses conséquences, donc il le fait libérer après 12 jours, le 18 décembre 1913. Des lettres venant de l'Inde félicitent Gandhi pour sa lutte. On l'appelle déjà Mahatma, la grande âme. Aussi recommence-t-il une grève de la faim pendant 14 jours à cause de relations sexuelles à la ferme pendant son absence. Eh oui. Le 22 juin 1914, Smuts signe enfin un accord qu'il ne respectera évidemment pas. Gandhi n'a plus à combattre. La firme Tolstoï est mise en vente. Il dresse un bilan de ses années d'Afrique du Sud dans son journal. En avril, Gandhi et Kasturbai préparent le retour en Inde et en passant par l'Europe, 2 fils restent. Le 18 juillet 1914, il quitte définitivement l'Afrique du Sud en prenant le bateau pour Londres. Pendant la traversée, la Première Guerre mondiale éclate. Ainsi s'achève le 3e trait et ce premier trigramme de l'influence de Gandhi. J'arrête là et je reprends directement pour le 2e trigramme, la suite. Merci.